Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, en deux mots, je voudrais simplement présenter une deuxième fois, puisque ce matin, je l'ai déjà fait à l'occasion d'une première conférence qui était censée s'adresser à des spécialistes et qui a réuni beaucoup moins de monde que celle-ci. Je vais dire simplement deux mots à notre hôte, notre collègue, notre ami, notre compatriote, Claude Agege, né sur cette terre, à Carthage, ayant fait ses études au lycée Carnot et aussi au Collège Saint-Denis, ayant également enseigné quelques années en Tunisie et ayant eu ensuite le destin que l'on sait. Notre cher professeur nous parlera aujourd'hui. La conférence sera une réponse à une question. Pourquoi la linguistique? Naturellement, la verbe pourquoi peut se comprendre aussi bien comme référent à la cause que comme référent à la finalité. Mais je crois que l'on peut le prendre tout simplement. La linguistique, à quoi ça sert? Peut-être que des linguistes saussuriens purs et durs de la linguistique en soi et pour soi pourraient dire à rien, sinon à donner le plaisir de la découverte. Elle n'a pas besoin d'avoir une autre fin que celle de la compréhension scientifique. Mais naturellement, le conférencier va répondre autrement. Car sinon, pourquoi poser la question? Il va montrer qu'effectivement, la linguistique sert à quelque chose, qu'elle a bien des services à rendre au-delà des linguistes dans la société, pour la culture, etc. Peut-être pourrait-on, pour le public large, rappeler quelques textes écrits, quelques ouvrages de Agege, en commençant par ceux qui sont, disons, adressés au grand public. Il y a Le français et les siècles, début des années 80. Il y a le dernier, Combat pour le français, dans le cadre de la diversité et le respect de la diversité linguistique et culturelle. Et il y a, entre ces deux textes, bien des textes dont les uns sont, disons, adressés à un large public, par exemple défendre la diversité linguistique, y compris, par exemple, la possibilité pour l'enfant à l'école d'apprendre plusieurs langues, d'où l'ouvrage bien connu, L'enfant aux deux langues, d'autres qui sont de facture théorique, même s'ils ont eu un grand succès auprès des publics, comme par exemple L'homme de parole, d'ailleurs traduit en arabe. L'homme de parole, et d'autres textes comme La société des langues, comme The Language Build, qui s'adresse à des chercheurs. En plus des articles innombrables sur des questions diverses. Alors, pratiquement, si on faisait le bilan, pratiquement, il y a des milliers de langues qui sont évoquées dans ces différents articles, milliers de langues parmi lesquelles, d'ailleurs, l'arabe, qui, dès le début de la recherche de Agege, a attiré l'attention des chercheurs. Par exemple, je me souviens d'un article sur les traductions de Galan, des Mille et une nuits, très anciens. Effectivement, les textes sont confrontés avec l'original, etc., avec la même méthode, la même rigueur, le même amour des langues humaines, la même ouverture d'esprit qui est celle de Claude Agege. Je m'empresse de lui céder la parole. Merci. Ma question est courte. Quand est-ce que le Maltais a été écrit, si vous le savez? Pardon? Le Maltais. Quand est-ce? Il a été écrit. Alors c'est un petit peu long la réponse, mais je vais essayer de le résumer. Très étonnamment, les Normands, les Français, la dynastie d'Anjou, les Anglais beaucoup plus tard, n'ont pas laissé leur langue. Et les Arabes, qui ont occupé l'île pendant à peine 2 siècles, pour des raisons qui sont souvent mystérieuses, ont laissé leur langue à Malte. Il était dès cette époque écrit en caractère latin, c'est-à-dire que ça a commencé quasiment au XVe, XVIe siècle. Pourquoi? Parce que, en dépit de la pression arabe très forte qui a fait que la langue maltaise c'est un dialecte arabe, il y avait une pression religieuse et culturelle de l'Italie encore plus forte, qui a fait qu'il y a beaucoup d'enfants italiens en maltais, et qui a fait que la manière dont on a écrit la langue, jamais l'idée n'est venue qu'on pourrait écrire un alphabet arabe. Le maltais est donc, avec le dialecte de Kolmakiti à Crète et quelques autres sur les côtes libanaises, parmi les très rares dialectes arabes
qui ne s'écrivent pas en caractère arabe. Alors que, si on étudie l'arabe comme sémitonologue, on s'aperçoit que le maltais est un dialecte arabe très conservateur et très arabe. Merci. Un exemple. Pourquoi, monsieur, l'espéranto Pourquoi l'espéranto n'a pas eu le succès qui lui était dû? Merci beaucoup. Vous avez J'ai trop, je crois. Alors encore, mon cher Ahmed Ibrahim, je vais essayer de me limiter, puisque vous me le demandez, mais jamais je ne prends la parole en public sans qu'il y ait l'espérantiste de service quelque part. Il est là, il est de service. Les espérantistes, depuis maintenant très longtemps, m'insultent, m'engueulent, me disent tout le temps que je suis un homme mauvais, et comme je suis un homme perfectible et qui ne demande qu'à s'améliorer, je leur suis très reconnaissant, parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses sur l'espéranto que j'ignorais. Toutes les fois que je me suis fait violemment engueuler par l'espérantisme pour ignorance, ils m'ont envoyé des livres et j'ai appris beaucoup sur l'espéranto. Je puis vous dire, cher monsieur, une réponse à votre question. Lorsque l'ophtalmologue juif de Białystok, qui se faisait appeler docteur espéranto, mais qui était un médecin des yeux, qui était un ophtalmologue, quand Ludwig Zamenhof invente l'espéranto, parce que lorsqu'il rentre dans son ghetto juif, dans cette ville de Pologne, qui était sous l'administration tsariste, c'était une colonie russe, aujourd'hui elle est nouveau en Pologne, Białystok, grande ville industrielle, quand il rentre dans son ghetto et qu'il retrouve sa famille juive et qu'il parle avec elle en yiddish, la langue des juifs d'Europe, il est avant passé par la rue où il parlait avec les Polonais parce qu'on est en Pologne. Mais il est passé par l'endroit où les fonctionnaires du tsar l'interrogent et lui parlent et a parlé aussi en russe. Et il y avait aussi beaucoup de commerçants allemands. Par conséquent, ce brave Zamenhof, qui est un homme généreux, fin du XIXe siècle, une époque très internationaliste, bien plus que la fin du XXe, qui est une fin très nationaliste. Son idée, c'est quoi? Trop de langues, pas seulement dans la communauté juive, mais dans l'Europe entière, inventons une langue unique qui puisse servir de lien, de ciment entre tant de peuples dont chacun parle une langue différente. Il invente l'espéranto, et 1905, un congrès à Boulogne, Boulogne-sur-Mer en France, est un congrès de très grand succès. Son manifeste espéranto date de 1887, donc presque 20 ans plus tard, l'espéranto est porté véritablement par une sorte de demande générale. J'ai mon explication, cher monsieur, pour son demi-échec. Je dis demi parce que les espérantistes se réunissent tous les 2 ans, qu'il y a encore des congrès, mais il est certain, et sur ce point vous avez raison dans votre question, ou dans ses implications, que l'espéranto d'aujourd'hui n'est sans aucune commune mesure avec ce qu'était le rêve de Zamenhof, son inventeur. Mon explication est très simple, très très simple. Je n'aurais pas été contre un succès mondial véritable comme le rêvait son inventeur de l'espéranto. Mais il s'est trouvé quelque chose d'horrible, de tragique. Les Européens se sont entre-déchirés en moins de 50 ans dans 2 immenses guerres mondiales, et les 2 guerres, surtout la seconde, mais aussi un peu la première, ont eu pour effet, avec la prétendue aide toujours intéressée, bien entendu, des États-Unis, elles ont eu pour conséquence une arrivée massive, naturellement des produits américains, qui était leur principale préoccupation. Ce n'est pas par philanthropie, bien sûr, que les Américains ont aidé l'Europe, et ils ont aidé à se débarrasser des nazis, et en même temps que des produits américains, de ceux qui leur servent de support, c'est-à-dire leur nom en anglais. Et mon explication du semi-échec de l'espéranto, cher monsieur, c'est que l'anglais américain, c'est ce qui se passe aujourd'hui devant nous, est devenu l'espéranto de facto. Il n'y a plus d'espéranto véritable. Est-ce que les mots comme les humains vieillissent? Pardon? Est-ce que les mots comme les humains vieillissent? Est-ce que les mots vieillissent comme les humains? Oui, bien entendu. Les mots vieillissent, je dirais, bien plus vite que les humains. Ce sont des questions de mode. Pour prendre un exemple bien connu, dans le cas du français, souvent, je m'insurge en me disant que c'est trop ridicule devant les emprunts snobs de tant de mots américains par mes collègues, non seulement des gens simples, incultes, mais même des collègues qui sont des universitaires qui devraient, dont on attendait la culture. Je m'insulte contre email, le courriel, je m'insulte contre planning au lieu de programme, je m'insurge contre d'autres ridicules. Exactement. Je constate avec plaisir que certains des mots contre lesquels je m'insurgeais il y a 15 ou 20 ans ont déjà disparu. Pourquoi? Parce que leur emploi était un effet de mode. Et que ceux qui restent, ce sont en général des normes
assises sur une longue période, qui chassent de façon naturelle des mots étrangers. Le seul cas dans lequel les mots peuvent s'imposer, c'est quand ils introduisent une véritable différence. Ainsi, longtemps j'ai été élu de challenge, prononcé challenge en français, en me disant, mais pourquoi est-ce que le mot challenge doit chasser le si joli mot français défi, car ça veut dire la même chose. J'ai été sur le point de m'insurger, de faire campagne contre le challenge en disant, écoutez, garde mon défi d'un si beau mot, jusqu'au jour où une étudiante, elle était très jolie cette fille en plus, une étudiante, et ceux qui évidemment pas persuadé, me dit, au cours d'un entretien, elle me dit à propos de quelque chose qu'elle avait fait, oui, je cherchais un travail, et c'était pour moi un vrai challenge, c'était même un défi. La fille, dans son langage quotidien, une petite française parmi d'autres, m'enseignait à moi, son maître, son professeur de linguistique, qu'on pouvait admettre challenge car il établissait une gradation. Alors, si un mot s'introduit sans chasser un bon mot, alors, tout à fait d'accord. S'il chasse un mot de bonne qualité, alors vous verrez le professeur Agège se battre. Monsieur le professeur, permettez-moi d'exprimer encore une fois mon admiration de votre savoir. Partage une qualité radate. Ça vient. Oui. Alors, une petite précision et deux questions. La précision est que nous n'avons besoin d'émettre une hypothèse à propos de la diglossie des Arabes, puisque ceux qui ont écrit le Coran savaient qu'il y avait plusieurs langues. Le Coran lui-même parlait 5 dialectes. Alors, merci beaucoup. Ma première question, monsieur le professeur, est que vous avez inventorié un certain nombre de finalités que le linguistique pourrait rendre sans en donner le principe. D'où vient cette myriade de possibilités pour que la linguistique nous rende ses services? Peut-on trouver un principe authentiquement linguistique qui serait la condition de possibilité d'un inventaire systématique des fonctions que la linguistique rendrait à l'homme en tant que tel? Ma deuxième question, peut-on imaginer la langue exister sans la linguistique? Autrement dit, la linguistique serait la source de l'existence de la langue, sinon on aurait seulement la parole. Permettez-vous, M. Châtelet, que je réponde d'abord et poser votre question ensuite. Merci. Comme tout à l'heure, chers collègues, je suis heureux que vous soyez à professeur de philosophie, car ce sont des questions de philosophe. Je réponds à la deuxième avant la première. C'est une provocation de votre part. Je crois. Je connais votre esprit rebelle. Un vrai philosophe est nécessairement un provocateur qui provoque la pensée par ces questions paradoxales. Nous avons besoin de philosophes. Nous avons peut-être besoin de philosophes plus que besoin de questions. Votre seconde question est un paradoxe et une provocation. Car elle vient à dire, je caricature, que la recherche scientifique sur la langue aurait suscité l'existence de la langue. C'est totalement faux et impensable. Non, non, la parole existe. Bon. Comment voulez-vous que la parole existe dans la langue? La parole, qu'est-ce que c'est? La parole, c'est là, quand un sociolien et même pas sociolien. Elle est la manifestation quotidienne dans l'usage de la langue comme système. La parole comme compétence, comme performance, quand un chaussien ou sociolien, elle n'est que le reflet de la langue comme système et comme compétence. En d'autres termes, l'un ne va pas sans l'autre, et l'idée que les recherches linguistiques auraient suscité la langue parce que déjà il y avait la parole, est un paradoxe, pardonnez-moi, totalement inacceptable. Votre première question, en revanche, m'intéresse beaucoup plus. Nous sommes en effet persuadés, puisqu'il y avait Mourad dans le Coran pluriel, qu'à l'époque du prophète, le monde arabe est déjà, comme beaucoup d'autres mondes culturels, en état, même pas de diglossie, de polyglossie. Et cet état s'est maintenu jusqu'à nos jours. Merci, Jean. Merci. D'abord, je suis très heureux de et si vous permettez, d'abord je vais ajouter quelque chose à ce que vous avez dit en ce qui concerne l'utilité de la linguistique. La linguistique, bien entendu, c'est aussi une grammaire, un
syntaxe, morphologie, etc. Vous avez fait allusion aussi à la déclinaison. Je pense que dès l'enfance, on commence à enseigner aux enfants la grammaire. Pour l'arabe, par exemple, on dit Maf'oul bi Mansoub, Fa'al Marfou'. Je pense que c'est une bonne initiation à la norme, une société à norme, que les enfants apprennent déjà, sans le savoir peut-être, qu'ils vivent dans une société qui a des normes et qu'il faut conséquent, il faut qu'ils s'y fassent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un commentaire ou une question? c'est pas une question, j'ajoute à ce que vous avez dit, en tout cas, les finalités de la linguistique, l'intérêt que peut avoir l'enseignement des langues, finalement. Et l'autre chose, c'est, en ce qui concerne l'arabe, vous avez fait allusion très vaguement au terme origine. Mais moi, vous m'avez laissé sur ma soif. Car au fond, quelle est l'origine de la langue arabe? Actuellement, nous ne disposons ni d'un dictionnaire historique, ni d'un dictionnaire étymologique. Monsieur le professeur, laissez-moi répondre d'abord à votre seconde question. La question sur l'origine de la langue arabe doit être étendue à une question sur l'origine de toutes les grandes langues de culture. Et ma réponse est décevante, celle d'un chercheur. Nous n'en savons rien. Et je doute qu'un jour, quelqu'un trouve une véritable, théorie originelle, du moment à partir duquel, sur fond d'absence de l'arabe surgit, même si ça se fait de façon progressive et pas brutale ou théâtrale. Je doute qu'un jour un chercheur nous fournisse ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qu'ont écrit les philosophes ou les historiens, et permettez-moi de vous citer un texte de Taraf Hussein qui, indirectement, a répondu, mais pas complètement à votre question. إن الإسلام أعلم من نعتقد كثيرا فهو مزيج بالثقافات التي نمت حول الاسم الديني أو ارتبطت به مع تغيير قليل أو كثير. Voilà ce qu'écrit un grand savant égyptien. C'est tout ce que nous savons sur l'histoire de l'arabe, son développement, la manière dont il s'est préfiguré, son origine. Parce que vous le cas américain. Alors véritablement, je crois, monsieur le professeur, que si un linguiste vous répond, ce n'est pas un homme sérieux. Moi, en tout cas, modeste chercheur, sans doute incompétent, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est des études aussi longues. Je vous signale que le plus grand spécialiste de ces problèmes d'origine de l'arabe et des difficultés de le connaître, un très grand spécialiste connu et estimé dans le monde arabe tout entier, c'est un juif de Tunis, c'est David Cohen. Tout le monde le connaît. David Cohen, il a été ici, qui est un très grand connaisseur de l'arabe, a toujours dit nous n'avons pas réussi à identifier une source. Source, ça voudrait dire qu'avant, il n'y avait pas d'arabe. Quand nous arrivons, nous sommes déjà dans un monde arabophone. Et le chinois, pour lequel nous remontons plus loin qu'arabe, 3000 ou 4000 ans, nous n'avons pas non plus, sauf dans les inscriptions sur os de tortue, qui est ceux de la dynastie qu'on a appelée royaume combattant, Chanpo, en chinois, nous n'avons pas non plus de moment à partir duquel nous disons voilà l'émergence d'une société sinophones. Nous n'avons pas ce moment. J'irai même jusqu'à dire, monsieur le professeur, et cela s'adresse aussi aux philosophes, que sans vouloir réfuser votre question, je crois que la recherche des origines est une illusion sur l'origine. Il n'y a pas vraiment d'origine. Que faites-vous des familles linguistiques comme toutes les langues sémitiques? Ah, mais là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Parce que la dispersion des rameaux d'origine en famille, c'est un phénomène historique et daté. Nous savons très bien, pour la plupart des grandes langues humaines, quand le latin commence à se diviser entre roumain, français, portugais, italien, espagnol, quand les langues germaniques commencent à se diviser en allemand, anglais, suédois, norvégien, danois, néerlandais, quand le slave commun, le slavon de l'Église orthodoxe, commence à se diviser en ukrainien, blanc-russe, russe, bulgare, serbe, croate, slovène, tchèque, slovaque. Nous savons très bien quand ça se fait, parce que ce sont des phénomènes historiques. Mais le commencement, bien qu'il ne soit pas un homme croyant, permettez-moi de le dire, le commencement absolu n'appartient pas aux hommes. À qui appartient-il? C'est pourquoi la question est historique. C'est pourquoi je disais,
nous ne disposons pas actuellement d'un dictionnaire historique ni d'un dictionnaire étymologique. Oui, c'est ça. Pas l'origine. Exactement. Ah, mais ça, en effet, un bon arabisant devrait le faire. Une équipe. Mais sinon, les questions sur les origines, permettez-moi cela, c'est du même ordre que lorsque mes étudiants me demandent des choses qu'ils ne peuvent pas résoudre, bien que je ne sois pas croyant, je leur dis Dieu. Monsieur le professeur, je vous remercie pour cette communication. Je voudrais revenir avec vous à la pédagogie dans toute sa nudité, à savoir l'espace scolaire. Quelles sont les réactions entre l'écrit et l'oral et que représenterait l'oral pour vous? Je vous remercie. Quel oral? Oral. Et que représente l'oral? Dans l'enseignement, dans les classes primaires? L'espace scolaire, primaire, secondaire, universitaire. Permettez-moi en même temps de répondre à plusieurs questions du professeur, parce que c'est vos deux questions que je n'ai pas répondu. Les questions sont reliées, puisqu'il s'agit dans les deux cas de la pédagogie, en somme dans les écoles, à nos enfants. Bien. À propos de l'enseignement de la grammaire, j'appartiens à ceux qui, sans avoir de réserve véritable, considèrent qu'elle ne peut pas suffire, la grammaire, comme enseignement aux enfants. Il faut aussi qu'il soit plongé dans le bain linguistique du milieu où la langue se parle. L'accumulation de règles de grammaire apprises par l'enfant ne peut pas aboutir à une vraie compétence. Les deux. Quant à l'enseignement d'oral et des écrits, le problème ne se pose que pour les langues qui ont une orthographe différente de ce qu'on prononce. Les langues qui ont une orthographe phonétique ne posent aucun problème. Les langues comme l'arabe a une orthographe quasiment phonétique, et j'ai jamais compris pourquoi l'arabe est considéré comme difficile dans sa langue métrique. L'arabe, dès qu'on sait distinguer sans et ce, dès qu'on sait distinguer te et tant, veut et vent, l'arabe n'est pas une langue difficile à écrire. En revanche, pardon? Bon, vous le voyez très bien. En revanche, le français et bien plus encore l'anglais sont des langues très difficiles à écrire. Pourquoi? Parce que l'orthographe ne reflète pas la prononciation. Dès lors, si nous voulons enseigner aux enfants, il n'y a que les phrases. Et l'école a pour ministère, c'est sa principale fonction, d'enseigner la norme. Qu'est-ce que l'école dans tous les pays du monde? C'est l'endroit où on vend la norme. Où on procure aux enfants et aux familles de la norme, ils y viennent pour ça. Donc c'est une question pédagogique, et je dirais que ça ne concerne pas les langues dont l'orthographe est proche de la prononciation, ça concerne les langues dont l'orthographe est de plus en plus différente. L'anglais en est un exemple typique. Pensez, je ne sais pas moi, indict, accusé, s'écrit I-N-D-I-C-T, mais se prononce indict, n'est-ce pas? Encore un exemple, l'anglais va écrire de façon différente, des mots d'apparence très proches. J'ai ébête un petit peu, j'ai ébête un pari, j'ai ébête une chauve-souris, j'ai ébête un hameçon, j'ai vite une betterave. Tout cela concerne un certain nombre de prononciations que l'on pourrait confondre et qu'il faut absolument enseigner aux enfants. L'extrême richesse vocalique de l'anglais, qui fait de l'anglais, contrairement à son absurde réputation, une des langues les plus difficiles et non les plus faciles du monde, fait qu'on doit apprendre l'orthographe aux enfants anglophones, tout comme en français, parce que l'orthographe est complètement aberrante. L'orthographe des langues comme l'arabe, comme les langues africaines récemment alphabétisées, n'est pas aberrante, elle est relativement fidèle à la prononciation des choses. Merci. Dans quelle mesure l'usage du dialecte arabe par la majorité des Arabes constitue une entrave au développement et à la modernisation de l'arabe classique, qui est la source première de culture? Deuxièmement, que pensez-vous du fait que vous écoutez dans les rues de Tunis la majorité des Tunisiens parler simultanément français et arabe, et quel est l'avenir de ce mode de langage? Chers collègues, je suis devant vous, tout comme Ahmed Brahim, mon collègue et ami, nous sommes, et il comprendra certainement ma réponse parfaitement, nous sommes des linguistes de métier. Notre vocation n'est pas de défendre la norme. Notre vocation est d'étudier les phénomènes linguistiques comme des phénomènes de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'intervention véritable sur le cours des choses de la part des linguistes de métier. La diglossie arabe, le fait qu'il existe en même temps que, ou parallèlement à, une norme de prestige, dite arabe classique. Il y a pas mal d'adjectifs, certains disent littéral, d'autres littéraires, d'autres coraniques,
ça ne désigne pas toujours, d'autres classiques, ça ne désigne pas toujours exactement la même réalité, mais en gros, la même. Et puis à côté de cela, variant avec chaque pays arabe, différents dialectes, ou bien très proches, ou bien, si je prends l'extrémité Agadir ici, et là-bas, je ne sais pas moi, Bagdad, la communication de moins en moins évidente à mesure qu'on va aux deux extrêmes du pôle du monde arabophone dans sa vaste étendue. Le linguiste, devant cette situation, monsieur et chers collègues, je réponds directement à la question, ne peut pas penser que l'existence, la vivacité, la vie et la fécondité des dialectes soient le moins du monde un obstacle à la diffusion savante et culturelle de l'arabe comme langue classique. Je ne le pense pas, et je dirais même que, à moins que l'enseignement ne transforme totalement, ne métamorphose la situation, et que tous les gouvernements des pays arabes, ça serait sur une longue période de temps, ça passe quelques jours au lendemain, instituent l'arabe littéraire comme langue de renseignement de tout le monde, que les familles finissent partout par passer à l'arabe littéraire, chose possible mais difficile à réaliser, la diglossie arabe n'est pas quelque chose que je vois comme un drame, ni comme quelque chose à mal vivre ou à réformer. En ce qui me concerne, c'est un fait. Quant à ce qu'on appelle l'alternance de code, c'est ma désignation, les anglophones disent code switching, c'est-à-dire le fait que dans les rues de Tunis, mais pas seulement de Tunis, beaucoup de pays arabes et beaucoup de pays autres qu'arabes en sont au même endroit, une langue se parle, et dans la même phrase, dans le même paragraphe, l'oralité, une autre langue, soit langue d'un ancien pays colonial, soit langue de prestige, soit langue officielle à côté des langues nationales, vient s'insérer, entrelader le discours dans la langue autochtone. Le phénomène d'alternance des codes est un phénomène universel, il n'est pas spécifique au monde arabe, et en ce qui me concerne, linguiste professionnel, je ne vois pas pourquoi je devrais m'insurger pour le réformer. Je trouve ça très amusant, et en tout cas, grâce à ça, je peux manger mon pain et vivre, c'est ma matière. Professeur, vous présentiez tout à l'heure votre tentative de répondre à une demande qui vous a été formulée, qui consistait à transcrire des langues orales africaines en langue écrite. Pas en langue écrite, en écriture. En écriture. En écriture, pardon. Et vous avez utilisé pour ce faire l'alphabet latin. Il est clair que ce n'était pas le bon alphabet, parce que c'est un alphabet qui ignore la richesse des voyelles, comme vous l'avez si bien présenté. Alors, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous ne pourriez pas recourir à un autre alphabet qui serait beaucoup plus adapté à la richesse des voyelles de ces langues, ou peut-être créer un autre alphabet que le seul alphabet latin duquel vous avez été prisonnier? Très intéressante question, merci chers collègues. Permettez-moi de commencer par... Et si vous ici à la conférence de ce matin? Non. Bon, alors permettez-moi, je ne vais pas faire une conférence pour vous seul, permettez-moi de rappeler, en priant les auditeurs qui ont bien voulu écouter le professeur Hachel ce matin, de répéter rapidement les choses que j'ai dites. Je les ai dites à propos du turc. Quand Mustafa Kemal envoie des linguistes un peu partout, en Cappadoce, en Anatolie, dans toutes les provinces lointaines de l'Empire ottoman, pour chercher des dialectes comme le Tchagatai, comme le turkmène, comme l'ouzbek, qui soient aussi éloignés que possible de l'arabe, qui était la langue officielle, l'arabo-persan, Istanbul, il demande en même temps qu'on l'aide à trouver une notation. Et son argument, l'argument de linguiste turc, c'est que l'arabe, qui note depuis des siècles le turc, n'est pas du tout adapté à cette notation, car l'arabe est une langue pauvre en voyelles. L'arabe n'est pas une langue riche en voyelles, ni l'arabe littéraire, ni les arabes dialectés. Et le turc, comme toute langue altaïque, est une langue très riche en voyelles. Des A, des OU, des U, des I, des A. Donc, pour Atatürk, réformateur de l'alphabet turc, passant de l'écriture arabe à l'écriture latine, l'écriture latine apparaît comme plus utile. Monsieur et chers collègues, je dois vous dire que je ne m'oppose à rien, et je suis ouvert à tout, bien sûr, aucune objection à ce que l'on inventa et proposa un autre système de notation. Jusqu'ici, j'ai envie de vous dire que contrairement à ce que vous semblez suggérer, l'alphabet latin est probablement le moins mauvais et le moins inadéquat des alphabets pour noter les richesses vocaliques des langues, parce qu'il a une certaine diversité, et si vous voulez vous en convaincre, prenez une page de vietnamien.
Alexandre de Rhodes, père dominicain, ensuite devenu jésuite, donne au Vietnam en 1636, date facile à retenir, c'est celle du site de Cornell en France, donne aux Vietnamiens, qui jusqu'ici s'écrivaient un caractère chinois. Les mandarins formés à Pékin, souvent des mandarins de la haute hiérarchie de l'ANAM de l'époque, étaient complètement civilisés. Ils avaient, comme les mandarins de la Chine impériale, un système d'examen pour devenir haut fonctionnaire. C'était l'histoire de la vieille Chine. Le père Alexandre de Rhodes vient, naturellement commandé par le Vatican, pour évangéliser ces gens et pour leur apprendre à devenir de bons chrétiens. Il ne fait pas comme le père Matteo Ricci qui avait dit à l'empereur mongol, écoutez, je vous enseigne l'astronomie, les mathématiques, toutes sciences dans lesquelles les jésuites brillent, à condition que vous construisiez 40 églises à Pékin. L'empereur mongol, qui était un malin, lui a dit 40, c'est beaucoup, disons 15. Et le père Matteo Ricci a accepté. Bon. Beaucoup plus tard vient donc, un peu plus tôt, pardon, vient le père Alexandre de Rhodes, l'alphabet dans lequel il alphabétise jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez une page d'un texte vietnamien. La langue vietnamienne est une langue à tons. Tout à l'heure, je parlais des tons, plus que le chinois encore. 4 tons en chinois, 6 tons en vietnamien, comme en cantonais, chinois du Sud. La langue dans laquelle, l'écriture, pardon, dans laquelle il alphabétise le vietnamien qui se notait en pictogramme et idéogramme chinois jusque-là, c'est l'écriture latine. Et aujourd'hui, allez demander à un vietnamien, dont vous voyez bien que toutes les lettres sont des lettres latines, les mêmes que celles d'un texte français ou anglais, s'il a envie de s'en défendre, ne vous dira pas du tout, ça nous est extrêmement utile. Mais aussi, un vietnamien est plein de petits signes qui le rendent immédiatement identifiable, des circonflexes, des petites barbes, le U a une petite barbe pour indiquer le U, le O a aussi une petite barbe, un petit accent comme dans un filet de pêche, pour indiquer U, une voyelle vietnamien que les latins n'avaient pas. Autrement dit, moyennant quelques diacritiques, quelques autres signes, l'alphabet latin, jusqu'à l'invention des choses de meilleures, me paraît, chers collègues, ce qu'il y a aujourd'hui de moins mauvais. Que vous vouliez dire par implication, qui est la vôtre et que je ne critique pas, que derrière l'alphabet latin se profile la pression de l'Église catholique romaine, soit, c'est en partie vrai, mais bon, aujourd'hui c'est comme ça, et très souvent, nous alphabétisons des langues sans écriture avec l'alphabet latin, même les Chinois. Mao Tse-tung, qui n'est pas au contraire révolutionnaire, quand il a été question pour répondre plus que chinois, d'apprendre aux masses qui ne savaient pas lire les caractères, 40 000 caractères pour lire la place de Pékin, ça fait beaucoup. Quand il a été question de l'alphabétiser, en chinois on appelle ça le pinyin, pinyin, c'est une notation politique, Mao Tse-tung et son entourage, ils ont eux aussi, les gens qui ont fondé la Chine communiste en éliminant un nationaliste à Formose, à Taïwan, jusqu'à aujourd'hui, en 1949, ils ont eux aussi opté pour l'alphabet latin. Tout cela signifie que l'alphabet latin, dont je ne suis pas un professeur passionné, pourrait ne pas être complètement sans utilité. Merci pour votre modestie de sage. J'ai 2 questions. La première, c'est comment peut-on écrire les langues tonkin? Pardon? Les langues tonkin, avec un, i, comment peut-on l'écrire? Ma deuxième question, c'est est-ce qu'un linguiste peut-on analyser un texte comme analyser des dialectes, des textes, des paroles, des dialectes en général? Laissez-moi répondre à votre deuxième question d'abord. Votre deuxième question me surprend un peu parce que, sur le plan de la méthode, votre question m'intéresse. Toutes les questions qui me surprennent m'aident, merci ma collègue, parce que ce sont des questions que je ne me posais pas et qui me paraissent étranges, paradoxales. L'idée ne me viendrait jamais d'appliquer à un texte d'oralité une technique d'analyse différente d'un texte d'écriture. C'est évidemment la même technique. Pourquoi? C'est parce que ce sont 2 reflets différents d'une même existence qui est celle d'une langue. Donc, l'analyse d'un texte d'oralité ne se distingue pas de celle d'un texte d'écriture. Ou si elle s'en distingue, c'est que très souvent, quand nous analysons et quand nous notons un texte d'oralité, nous avons intérêt à noter des choses qu'on ne note pas dans l'écriture classique, c'est-à-dire la courbe intonationnelle. Alors là, oui, nous avons un type de notation qui doit indiquer l'intonation. Quand vous avez « il pleut », prononce de façon recto-tono, « il pleut », le point d'interrogation français est une modeste façon d'indiquer que c'est une question. Il faut donc que nous sachions distinguer « il pleut »
comme constatation, il pleut, avec un ton de voix ascendant. De il pleut, question posée à quelqu'un, est-ce qu'il pleut? Il faut aussi que sont distinguées des phrases qui peuvent être entièrement différentes. Permettez-moi de vous en citer une que je cite parfois. Si je prononce devant les étudiants en français moderne la phrase suivante, d'abord recto tono, ce mot latin veut dire avec le même ton, sans changer aucune intonation, avec une voix horizontale. Si je notais sur un tableau, il n'y a pas de tableau ici, le texte écrit, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, maman? Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, maman? Je lui donne une intonation en le rendant vivant, c'est comme ça, il n'y a aucune vie, bien sûr. Et je propose deux intonations possibles. L'une, c'est qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, maman? Les enfants, ou le papa, ou quelqu'un dans la famille demande à la maman. Il s'agit bien sûr d'une société traditionnelle dans laquelle c'est la maman qui fait la cuisine. Il n'y a aucune raison pour que ce soit la maman et pas le papa, évidemment. Société traditionnelle, comme si le papa était incapable de faire la cuisine lui-même. Première question donc, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, maman? Deuxième courbe intonationnelle possible. Écoutez-la bien. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Maman! Les francophones de France, mes élèves, à qui j'ai fait l'expérience, à 95%, interprètent cette phrase comme une horreur d'anthropophage. Pourquoi? L'intonation demande « Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ?» Et la réponse c'est « Maman ». On ne dit pas si c'est une chair comestible ou si elle est tendre, mais elle est là comme réponse à la question. Tout cela n'est pas noté dans l'écriture. Pour un linguiste, il est évident que pour noter ces courbes intonationnelles qui reflètent des langues, des états de langue totalement différents, il faut un système, et nous le faisons. Nous avons des signes diacritiques. Quant à votre première question, chère mademoiselle, elle me surprend aussi, mais elle m'intéresse. Les langues qui ont des cas, allemand, russe, arabe, pour les langues principales de l'Europe, hindi, bengali, gujarati, marathi, toutes les langues de l'Inde, c'est à peu près tout dans les grandes langues, et puis beaucoup de langues africaines, beaucoup de langues amérindiennes. Les langues qui ont des cas, eh bien l'écriture note ces cas, évidemment. Puis les langues qui n'ont pas de cas de déclinaison, où on ne décline rien du tout, prenons l'exemple de l'arabe. L'arabe classique s'écrira, enfin, quand on note les cas, c'est-à-dire dans la langue du Coran, où il est en principe considéré comme sacrilège, je ne vais pas noter les voyelles. Si je note évidemment un texte coranique, je vais noter les cas par définition, aussi dans les tanwin, an, in, un, que les fatha, kisra, etc., quand il n'y a pas de tanwin. Tandis que les dialectes, on dit parfois les dialectes ont perdu les cas. Je ne dis jamais cela. Dire les dialectes ont perdu les cas, c'est dire ce que je récuse, que les dialectes sont historiquement issus de la norme littéraire du Coran, ce qui n'est pas vrai. Mais les dialectes n'ont pas de cas. Bon. Eh bien, la notation des dialectes, quand on les écrit, en principe, on n'écrit pas les dialectes, mais on peut le faire aussi. Eh bien, on notera le fait que les mots ne se fléchissent pas, ne se déclinent pas, et je ne vois pas où est le problème. Quand il y a des déclinaisons, on note les cas, et quand il n'y en a pas, on ne les note pas. Peut-être voulez-vous dire, en pensant à quelque chose, en principe, en arabe classique, on ne note pas les cas dans la presse ou dans les textes littéraires, et en particulier, on ne note pas les cas à la fin. Rarement on les note, on va noter peut-être du tanwin quand on a an, mubasharatan, kamilan, mais les textes arabes sont écrits sans voyelles. Ceci aboutit à un paradoxe que je dis parfois. Là, pour le coup, autant l'arabe n'est pas une langue difficile du point de vue de la notation pour les arabophones, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyelles, que les consonnes sont claires, autant pour l'étranger qui veut l'apprendre, l'arabe écrit a un paradoxe étonnant. C'est une langue qu'il faut déjà connaître avant de l'apprendre. Si on ne la connaît pas, on ne peut pas la lire. Pour la lire, il faut savoir quelles sont les voyelles. Or, les voyelles ne sont pas notées. Et comme elles ne sont pas notées, il faut les connaître. Et comme on veut apprendre, on ne les connaît pas. C'est une situation entièrement circulaire. L'informatique s'intéresse à la linguistique, notamment pour les informaticiens qui s'occupent du traitement automatique de la langue naturelle. Quelle bonté de l'informatique de s'intéresser à la linguistique. Donc je voulais avoir votre avis sur ce défi du traitement automatique, de l'automatisation du langage naturel. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra relever ce défi? Relever ce défi de la traduction automatique. Je pense notamment au problème de la barrière sémantique. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce point. C'est une question intéressante. Mais, chère mademoiselle, je ne sais pas si je vous réponds de façon satisfaisante ou en fonction de votre attente, mais je puis vous donner
une réponse concernant une expérience proche, passée, mais la passée proche, qui a été un échec. On a IBM, au moment où IBM, qui est en déclin, paraît-il aujourd'hui, était en plein essor et vendait des machines, notamment à traduire dans le monde entier, IBM, la grande firme américaine, avait naturellement, depuis très longtemps, songé à des machines à traduire. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous pensez. L'expérience des machines à traduire, fondée sur les connaissances informatiques, a été, jusqu'ici, tout peut changer bien sûr, un échec. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a au moins appris quelque chose, quelle que soit l'intelligence humaine que l'on met dans l'informatique, que l'on met dans l'ordinateur, qui sont les reflets de ce qui se passe dans le cerveau, bien sûr. Quelle que soit l'intelligence humaine, aujourd'hui, les plus performants, les plus remarquables des ordinateurs n'arrivent pas à la cheville d'un locuteur naturel d'une langue humaine quelconque, même qui n'a même pas été à l'école. Et voici un exemple parmi mille autres, un exemple qu'on cite parfois. Vous voulez dire, vous recevez un ami étranger anglophone ici, ou en France, ou dans n'importe quel pays où vous le trouvez. Vous l'appelez mon cher ami. Vous mettez ceci sur un ordinateur auquel vous demandez de transcrire cela en anglais. Il a les mots qui veulent dire cher, il choisit le mauvais, et vous avez, ce qui est vrai pour l'ami que vous invitez partout, my expensive friend. L'ordinateur fait ça. Parce que my dear friend, on peut le dire, mais dear, et sans pronom fréquemment, et my expensive friend. Je peux répondre encore des heures et des heures si vous souhaitez, mais Alors, professeur Fagel, je voudrais, si vous permettez, vous faire part d'un souci que j'ai en tant qu'enseignant. Je suis là. Je voudrais vous faire part d'un souci que j'ai en tant qu'enseignante de français dans un pays francophone comme le nôtre. Alors évidemment, dans un pays francophone comme le nôtre, on me demande, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'enseignement du français langue étrangère. Et on a créé ce qu'on appelle une langue utilitaire, véhiculaire. Alors je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez justement si vous voulez, de ce français justement qu'on a divisé comme ça, en français fondamental. Évidemment, si on est dans une faculté de commerce, on nous demande d'enseigner le français du commerce. Si on est dans une faculté de médecine, on nous demande d'enseigner le français médical. Dans une faculté de droit, le français juridique, etc. Alors je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez effectivement de cette langue qu'on appelle langue utilitaire. Et existe-t-elle réellement? Merci. Êtes-vous en train de me dire, madame, chère collègue, que vous récusez la diversité des types de français qu'on enseigne tantôt commercial, tantôt politique, tantôt littéraire, tantôt juridique, et que vous pensez que vous enseignez une seule et même norme à tout le monde? Est-ce cela que vous dites? Moi, je pense que ça affaiblit effectivement l'enseignement du français et de la langue anglaise. C'est mon point de vue. Sa dispersion entre différents types d'usages. Je ne vois pas pourquoi ça l'affaiblirait. Nous ne sommes pas d'accord. Moi non plus. C'est un renforcement. Vous êtes d'accord avec moi, non? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, chère madame, tout de même, fournissons à notre collègue quelques arguments. Chère madame, l'enseignement de différentes incarnations, de différents types de français, en fonction de la demande des enfants, des élèves, des familles, les uns se destinant à une carrière juridique, d'autres à une carrière diplomatique, d'autres encore à une carrière commerciale, etc., est tout à fait naturel. Toutes les grandes langues, l'arabe aussi en fait partie, l'anglais c'est un cas singulièrement, même l'allemand, le russe, toutes les grandes langues ont des types d'usage variant de façon professionnelle, et, mon Dieu, un linguiste ne va pas s'insurger contre ça. En revanche, tout à l'heure, en vous écoutant, je pensais que vous alliez dire quelque chose d'autre. Doit-on enseigner aux apprentis francophones la norme littéraire du français ou le français tel qu'on le parle? Alors ça, c'est une vraie question. Mais permettez-moi de répondre à une question que vous n'avez pas posée. Une question très importante, qui est la suivante, c'est que si nous enseignons une langue littéraire, nous risquons d'avoir des enfants ou des adultes, des étudiants, qui ont appris le français dans un pays étranger, qui viennent en France, ou d'ailleurs, il n'y a pas que la France, un pays francophone, qui vont au Québec, ou qui vont
en Suisse romande ou en Belgique wallonne, ou dans des pays comme celui-ci, où le français est très présent, j'espère, et qui parlent une langue qu'on leur a appris. Je pense à des gens d'Amérique latine surtout, des Brésiliens, des Chiliens, que j'ai vu récemment. Leur première constatation, c'est à stupeur, que les Français parlent si mal le français. Il est vrai que les Français parlent très mal le français, et que souvent le français littéraire est bien mieux parlé par des élites non françaises mais francophones. Malheureusement pour elles, pour les élites françaises de France, c'est très très. Je ne vais pas continuer ce discours normatif. Mais les étrangers qui viennent dans les pays francophones et qui sont élus de ce français bizarre, on leur a appris une norme française beaucoup trop exigeante. Ils viennent, ils voient que personne ne dit « je ne sais pas, je n'en ai pas, je n'y vais pas », que tout le monde dit « je ne sais pas, j'en ai pas, j'y vais pas ». C'est comme ça que parlent les Français. Le nœud de l'élégation discontinue ne pas appartient à l'écrit, mais appartient de moins en moins à l'oral en français de France, et d'ailleurs dans d'autres normes que la France. Bon. Doit-on enseigner systématiquement aux apprentis la norme française écrite, ou doit-on leur apprendre un minimum ce que disent les francophones, qui très souvent s'éloignent? Moi je dirais que sans leur apprendre systématiquement des tournures fautives, on doit leur apprendre l'usage. Et l'usage, bon, c'est ce que disent les gens. Sinon, leur première réaction, arrivée en France, c'est de dire quelque chose qui n'est pas faux d'ailleurs, mais comme les Français parlent mal le français. C'est l'usage. Merci. Merci, professeur. Petite question, s'il vous plaît. Les berbérophones aujourd'hui ont le choix. Les berbérophones aujourd'hui ont le choix pour l'écriture de la langue entre les caractères, bien sûr, latin, l'arabe et le tifinagh. En tant que linguiste, on s'adresse à vous. Quelle serait votre réponse? Quels sont les critères de votre choix? Et est-ce qu'un linguiste peut s'impliquer dans des considérations d'ordre essentiellement politique? Merci. Chers collègues, vous me provoquez, parce que le linguiste que je suis, c'est un linguiste qui n'hésite pas à s'impliquer dans des considérations politiques. Cela dit, vous posez... Êtes-vous marocain ou tunisien? Tunisien. Alors, comme berbérophone, c'est vraiment minoritaire. Car si vous permettez une notation qui vous fera plaisir, à 2 reprises dans les années dernières, une fois à Marrakech, une fois à Rabat, je me trouvais devant un auditoire composite, c'est-à-dire des 2 communautés, et j'ai dit timidement, parce que je savais bien qu'il y avait des susceptibilités, la même chose s'est produite les 2 fois. Vous savez qu'au Maroc, il y a une très forte, probablement à égalité, un peu plus, un peu moins que la moitié de chacun. J'ai dit oui, la communauté berbérophone dans ce pays est de 55 à 60%, et chaque fois, une moitié commençait à gronder, c'était les arabophones. Et quand je disais le contraire, l'autre moitié commençait à gronder, c'était les berbérophones. Mais ce problème n'existe pas en Tunisie, et que vous le viviez bien ou mal, vous êtes tout à fait minoritaire. Vous m'interrogez sur un problème très intéressant. À ma connaissance, si l'on, alors c'est tout à fait politique, si l'on accepte l'implication politique du choix de l'écriture, et si l'on considère que les berbères, islamisés en quasi-totalité depuis longtemps, ont néanmoins une personnalité ethnique et culturelle berbère et non arabe, bien que souvent très non musulmans, ou en tout cas musulmans presque, enfin tous, si on accepte que leur personnalité et leur identité n'est pas l'identité arabe, d'autant plus que ce sont probablement dans les montagnes de ce pays et du reste du Maghreb les premiers occupants, et bien dans ces conditions, l'écriture ne peut pas être le tifinagh ni le tamazight, qui est une écriture complètement ancienne et archaïque, et qui est peu connue, peu répandue, et qui demanderait tout un immense effort pédagogique dans les écoles. Et je dirais, au moins pour nous linguistes, même ceux d'entre nous qui savent parfaitement écrire l'arabe, quand nous donnons dans nos travaux des exemples en berbère, dans les langues berbères, en kabyle, en chaouia, en rifin, etc., nous écrivons toujours en alphabet latin. L'alphabet qui note apparemment de la manière la plus neutre de berbère, ce n'est ni le tifinagh, ni la langue du tamazight, ni l'alphabet arabe, mais l'alphabet latin, qui est, disons, moins engagé sur le plan passionnel. C'est ce que je dirais, avec le risque de me faire maudire peut-être. Consultez les grands berbérisants français, Basset autrefois, Lionel Galland aujourd'hui, Ahmed Chakr, grand berbérisant français d'origine algérienne, tous écrivent leurs exemples uniquement en alphabet latin. Pourtant, ces gens, pour la plupart d'entre eux, connaissent fort bien l'arabe et savent l'écrire. Ils notent ça en alphabet latin. C'est un fait historique, ce n'est pas linguistique. Pardon? C'est un fait historique, donc pas linguistique. Je suis tout à fait d'accord. La question de monsieur n'est pas une question linguistique. Oui, monsieur le professeur, je vais revenir au sujet de votre conférence, pourquoi la linguistique. Et alors, moi
je voudrais avoir votre avis sur un constat. On constate tous aujourd'hui une baisse de l'engouement pour cette discipline la linguistique, alors qu'on sait très bien que le structuralisme a une histoire de gloire, que peut-être la discipline qui a le plus marqué les autres sciences humaines et la linguistique précisément. On connaît l'anthropologie structurale, on connaît le structuralisme, linguistique et psychanalyse, etc. La littérature elle-même a beaucoup utilisé des approches linguistiques. Or, aujourd'hui, dans toutes ces disciplines, les approches ont changé, ne sont plus celles-là. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que, précisément, parce qu'il n'y a pas eu une demande de ces disciplines-là envers la linguistique, il y a eu une baisse de l'intérêt du public, chercheurs et étudiants pour cette discipline que je partage avec vous? Merci, cher mademoiselle, d'une question qui m'intéresse beaucoup. Enfin, toutes vos questions m'intéressent, mais celle-ci notamment. Les linguistes professionnels, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue ami Arthur Bali, mais les linguistes professionnels n'ont pas considéré la demande de l'époque de Lévi-Strauss, de Bourdieu, de Lacan et de toutes les grandes sciences humaines proches de la littérature et de la philosophie, la demande très forte de ces spécialistes d'ethnologie, de philosophie et de littérature comme tellement profitable pour la linguistique. Pourquoi? Elle a fait de la linguistique une discipline de luxe, d'élite intellectuelle, qui ne connaissent rien aux langues et au langage, mais qui considèrent comme prestigieux ou comme utile d'avoir un vernis linguistique. Je suis un linguiste de terrain, je suis un linguiste des langues, et pas seulement un linguiste du langage, et je considère que ce que vous considérez comme désaffection, c'est peut-être le fait qu'on s'est peu à peu aperçu que la linguistique véritable n'est pas un bavardage métaphysique, mais une étude impénitente, sérieuse et souvent très décevante sur l'immense complexité des langues. La réponse, peut-être décevante elle-même, c'est que nous n'avons rien à gagner de l'intérêt qui s'est manifesté jusqu'aux années 90, on va dire, fin des années 80, dans les milieux de, disons, gens de lettres, de l'intelligentsia parisienne, pour les recherches linguistiques, de la part de gens qui n'étaient pas du tout des linguistes. Voilà ce que j'en ai. Merci à vous. Oui, je voudrais savoir si l'étude de la gématrie ou l'isopséphie est du domaine de la linguistique. Vous savez, oui, je répète ma question. Je voudrais savoir si l'étude de la gématrie ou l'isopséphie, c'est-à-dire la correspondance entre les lettres d'une langue et les chiffres qui ont permis donc d'établir un certain nombre de messages, fait partie de la linguistique. Pour répondre à votre question, qui est une question très intéressante, je vous dirai ceci. La Kabbale, le Zohar, la gématrie sont ce que les rabbins eux-mêmes, les talmudistes, les juifs, les très doctes, ont appelé eux-mêmes la pensée du ghetto. C'est-à-dire que historiquement, dans tous les pays où les communautés juives ont été mal tolérées ou mises, ce qui n'a jamais été le cas des pays arabes, absolument jamais, mais dans les pays chrétiens, ont été mises dans des villes particulières où ils avaient un propre quartier. À Tunis, la Hara, le quartier juif, est une création des juifs. Personne ne les a obligés à vivre à part. C'était eux qui le faisaient. Dans les pays en question où il y avait un ghetto, naturellement, je suis en train de penser en ce moment, à l'époque où vous parlez, celle des gématries, la Kabbale et le Zohar, cela se situe entre le 4e, le 3e et le 10e siècle, l'époque très ancienne, a généré, a suscité une pensée très profonde à la juive, c'est-à-dire avec énormément de subtilité, avec énormément de recherches très étranges, très savantes et très inattendues. Mais, cher monsieur, j'espère ne pas vous décevoir en vous disant que cet aspect de l'étude des langues, entièrement commandé par des recherches mystiques et théologiques, n'appartient en rien à la linguistique. Et pourtant, en tant que juif par mon père, j'ai le plus grand respect pour elle, mais permettez que je ne m'en sente pas du tout proche. Je n'enseigne pas aux gens le caractère mystique des chiffres, ni tout ce qu'enseignaient les rabbins dans une époque où leur pensée de ghetto, une pensée subtile, une pensée encore une fois très fine, était très peu ouverte sur les sciences. Voilà ce que je vous en dirai. Pour vous donner qu'un seul exemple, un exemple célèbre que l'on cite souvent dans les écoles rabbiniques, les rabbins disaient, ça vous montrera, vous connaissez peut-être, jusqu'où peut aller ce sens juif du décortiquage un peu fou des choses. Pourquoi le premier mot, la première lettre du premier mot, du premier verset de la Bible, ne commence-t-elle pas par un Aleph? Car au début, que dit-on en hébreu?
Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au début créa Dieu les cieux et la terre. C'est le premier mot du premier chapitre de la Bible. Et les rabbins disent, ils posent des questions étranges, des questions intelligentes. Mais pourquoi ça commence pas par un aleph, ça commence par un B? Et en même temps, il se trouve que le nom de la lettre B, platement appelé B dans l'alphabet français, c'est Beit, Beit, ça veut dire la maison. Et bien les rabbins répondent, et ils disent, ça ne peut pas commencer par un aleph. Parce qu'en plus, aleph veut dire le seuil. Le nom de la lettre a un sens en hébreu. Ça ne peut pas commencer par un aleph. Parce que quand tu es un croyant dans l'éternel, dans la pensée juive, au moment même où tu ouvres la Bible, tu es déjà dedans. Et donc, tu n'as pas à franchir un seuil pour rentrer dans la maison, tu es dans la maison, et ça ne peut pas commencer par un aleph. C'est ça la pensée talmudique. Tout cela est intéressant comme tout. Est-ce de la linguistique? Permettez-moi de dire avec regret, non. Mais bon, c'est... Enfin, le langage, ça peut être dans une linguistique. Bien sûr. Il faut également remarquer que celui-ci n'est pas proprement juif, mais les musulmans également, les chiffres et les lettres, etc. Ce mariage de couple absolument les mêmes préoccupations des imams, etc. existent également. Il y a. Tout cela n'est pas une chose scientifique pour nous. Il y a une fin. Non, pas de fin, enfin, je veux dire. Non, je veux dire fin. Il y a une tirade morale. Il faut bien terminer les conférences, hélas. Je sens le désir de rester encore de veiller avec l'esprit aussi brillant. Je sens le désir de toute la paix, enfin, pas d'occuper les yeux infiniment. Surtout que Madame la directrice nous a prévu pour nous un petit pot. Ah non, c'est du cholestérol tout ça. Non. Pas de. Donc, je vais très content. Même si j'ai envie de polémiquer avec mon collègue sur le rôle de l'écriture latine, mais non, je veux dire que, parce que je dis en deux mots, sans qu'il y ait, non, je crains qu'il y ait encore un débat. C'est pour ça que je suis persuadé qu'il n'y a pas seulement le point de vue linguiste, il y a également une dimension culturelle de la fête, etc. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une situation tout à fait observable en Afrique. Beaucoup de langues, on entend être écrites en arabe, que ce soit des langues éthiopiennes de Harad, etc., de Wolof, etc., y compris les Arabes, on entend. Et même le russe comment? Et ça, effectivement, ça a joué son rôle. Si on tient compte de cette dimension culturelle, partant du fait que la plupart sont musulmans, effectivement, accéder à la culture par l'alphabet arabe peut être tout à fait un instrument intéressant. Hélas, il y a un recul également du monde arabe parce qu'il y a abandon de l'arabe par les arabes. Il n'est pas normal que dans aucun pays arabe ne soit enseignée une langue africaine, comme l'amharique ou comme le Hausa, etc., qu'on ignore ces langues. Alors qu'il y a un enseignement de coréen, moi j'aurais vu un enseignement de Hausa, de Swahili, de Peul, etc., pour qu'effectivement la dimension africaine soit effectivement renforcée. Et c'est ainsi que le monde arabe peut effectivement servir d'intermédiaire pour la partition de la culture politique.